Mon propos porte sur la formule prendre la parole. Et je viens de prendre la parole. Mais en fait, je ne viens pas de prendre la parole, puisque on me l'a donnée. Et donc, je l'ai reçue. Cette parole que je reçois, elle me permet en quelque sorte de prendre mes responsabilités, puisque on me propose de parler, et donc j'accepte de parler. Je prends mes responsabilités, c'est-à-dire que je réponds. Respondeo, je réponds, je suis responsable. Donc si l'on me propose de m'exprimer, comme Claude vient de le faire, je suis en situation de répondre. Et si je réponds, c'est ici parce que j'ai répondu à l'invitation qui m'a été adressée de parler. Et en l'occurrence, je prends la parole, cela veut dire aussi que je prends, d'une certaine manière, place dans un ordre des discours, qui ici est simplement peut-être un ordre de succession des intervenants. Je prends place dans un ordre des discours, ce qui suppose une condition, c'est évidemment le silence de l'écoute de ceux à qui je m'adresse et des intervenants précédents qui, courtoisement, ont respecté le temps de parole pour que je puisse prendre place. Donc, je prends mes responsabilités et je prends place dans un ordre d'énonciation à partir d'une parole qu'on me donne. On me donne la parole. Je prends place, et ici, on pourrait dire que je prends bien quelque chose. Mais qu'est-ce que je prends ? Est-ce que c'est une prise ? Est-ce que c'est une capture ? Peut-être pas, puisque je prends au sens d'une reprise. Je prends la parole, on me l'a donnée, et en fait, je reprends une inquiétude que nous partageons, c'est-à-dire essayer de comprendre la parole. Nous sommes ici pour penser ensemble la parole. Et donc, je prends au sens où je reprends ce qui est déjà amorcé avant moi, et ma parole, elle est en résonance avec la parole des autres. À cet égard, prendre la parole, au sens que j'illustre par le fait même que je m'exprime alors qu'on m'a donné la parole, prendre la parole parce que je l'ai reçue, c'est s'insérer dans un élément dialogique, s'insérer dans un échange qu'on ne saurait avoir initié. Donc au fond, je ne prends rien du tout quand je prends la parole en ce sens. Je ne fais que prendre mes responsabilités. Mais on pourrait dire alors, ce dont tu parles, ce n'est pas prendre la parole, c'est la recevoir. Peut-être que toute parole est toujours déjà reçue. Prendre la parole a peut-être un autre sens, peut-être que cela désigne autre chose que d'assumer sa responsabilité de se voir donner la parole. Prendre la parole, c'est une expression qui n'est pas dénuée d'une certaine forme de violence ou d'audace. Il est possible de prendre la parole s'en emparer comme on prend le pouvoir. Prendre la parole suppose une forme aussi, sinon de pouvoir,
du moins d'autorité. Et on peut penser à de multiples figures, en particulier Drusus, tel qu'en parle Tacite dans les Annales. Drusus, DRUSUS, c'est un chef militaire qui obéit au commandant en chef, qui se trouve être son père dans l'histoire. Donc c'est l'historien Tacite, T-A-C-I-T-E, dans les Annales. Drusus est envoyé par le commandant en chef, pour calmer une rébellion. Et il arrive sur le lieu où les soldats sont en révolte. Les soldats l'intimident en l'encerclant, en fermant le camp, etc. Et Drusus, faisant preuve de magnanimité, de grandeur d'âme, reste silencieux jusqu'à en imposer par son autorité, et d'un geste auguste, il fait taire les soldats et prend la parole. Donc ici, prendre la parole, c'est faire acte d'autorité, être en situation d'imposer le silence. Et donc, il ne s'agit pas du tout de recevoir la parole, mais d'être en mesure de se l'arroger. À cet égard, on pourrait dire que dans l'expression « prendre la parole », il y a d'une certaine façon un rapport de force implicite qui est justement peut-être en parlant tout à la fois être capable de créer les conditions de la parole. En parlant, je suis en situation de faire taire l'autre, et donc la parole a quelque chose qui relève du pouvoir, voire de la force, ou de l'autorité. Il faudra sans doute démêler ceci. Il y aurait donc un parallèle à établir entre prendre la parole et prendre le pouvoir. Mais une première question qui peut venir, c'est que prend-on quand on prend la parole? On a commencé à le dessiner un tout petit peu. Ce qu'on pourrait dire, c'est que le mot « parole » est un substantif. Substantif évoque substance, quelque chose qui se tient soi-même. Ordinairement, l'adjectif indique plutôt un accident, le substantif une substance, mais la parole n'est pas une substance. La parole, elle s'envole. Elle est fugace, évanescente, c'est une apparition disparaissante. Elle, comme le rappelait Claude en commentant Rousseau, n'apparaît pas dans le champ de la visibilité. La parole en appelle à l'ouïe, ce sens qui est éminemment temporel, qui suppose précisément un rapport à ce qui n'est pas. Et donc, la parole est insaisissable, et parce que les mots s'envolent, parce qu'elle en appelle à l'ouïe, parce qu'elle renvoie à ce qui n'est pas donné. Si elle est donc insaisissable, on ne peut pas la prendre. Prendre la parole, si c'est quelque chose qui relève d'une prise de pouvoir dans la relation intersubjective, c'est assez énigmatique, puisque au fond, quand je prends la parole, je ne prends rien, puisqu'il n'y a rien qui offre une prise. Mais précisément, peut-être que le rapport entre la parole et le pouvoir peut être éclairant ici, puisque, on pourrait dire, il en est de même pour le pouvoir. Le verbe pouvoir est un verbe de modalité qui n'indique pas d'action par lui-même. Le verbe pouvoir qualifie une autre action comme relevant de la catégorie du possible, catégorie de la modalité. Le substantif, la forme substantivée du verbe pouvoir est marquée par cette catégorie logique de la modalité. Pouvoir, ce n'est pas
quelque chose. Pouvoir, c'est, on pourrait dire, une aptitude ou une disposition à faire faire. Mais le pouvoir ne fait rien par lui-même, il fait faire. À cet égard, le pouvoir n'est pas la force. La force n'existe qu'en acte. La force, elle est dans l'ordre de la causalité, de l'efficience immédiate. On pourrait donc dire le pouvoir, c'est un rien qui fait beaucoup, il est lui-même insaisissable. La preuve, c'est que pour se manifester, il a besoin du symbolique. Et c'est donc le signe que par lui-même, il n'est pas quelque chose. Donc, paradoxe du rien qui fait beaucoup, analogie entre la parole et le pouvoir. Sous ce rapport, il ne serait donc pas étonnant ou pas aberrant que prendre la parole soit la même chose que prendre le pouvoir. Mais c'est quoi en fait? On pourrait dire, prendre le pouvoir, c'est se mettre en situation de faire faire. C'est prendre non pas l'opération elle-même, mais c'est prendre les conditions de l'opératoire. Prendre le pouvoir, c'est arriver au lieu peut-être ou dans la situation de laquelle il est possible de faire faire. Prendre la parole serait du même ordre. Prendre la parole, ce n'est pas prendre quelque chose puisqu'il n'y a rien à prendre. Prendre la parole, c'est accéder ou s'emparer des conditions à partir desquelles il est possible de capter l'attention de l'autre, se mettre en situation de se faire écouter. Donc, ipso facto, c'est d'une certaine manière avoir un pouvoir sur l'autre, puisque je constitue une relation dissymétrique entre moi qui parle et celui qui écoute. Donc l'analogie avec le pouvoir se vérifie. Bien. Ce serait ça, prendre la parole. Une forme de prise de pouvoir. Mais ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas exactement ça, parce que le rapport au temps n'est pas le même. Et parce que quand je prends la parole, je suppose et j'impose le silence de l'autre. Il y a une dissymétrie. Mais ce fait tient à une condition qui est non pas accidentelle, certes, mais qui n'est pas une dissymétrie effective. Je m'explique. Si tous parlent à la fois, personne n'entend personne et la parole ne peut pas advenir. Donc la parole ne peut advenir qu'à la condition du silence des interlocuteurs. Elle émerge du silence. Donc, il faudrait dire qu'on a une situation de contraire. On ne peut pas parler en même temps. Une résolution de cette contrariété, c'est la succession. La succession permet de surmonter l'impossibilité de la coexistence des contraires. Je ne peux pas être à la fois debout et assis, mais successivement, je peux être debout et assis. Donc la succession permet de surmonter l'impossibilité des contraires. Je ne peux pas parler en même temps que toi, mais successivement, nous pouvons parler. Donc il faut bien qu'il y en ait un qui écoute et l'autre qui parle. Mais cela ne veut pas dire du tout que celui qui écoute est en situation d'infériorité par rapport à celui qui parle. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y a une dissymétrie entre celui qui parle et celui qui écoute, qu'il y a un effet de surplomb. Parce que celui qui parle a écouté, celui qui écoute a parlé, et plus radicalement encore,
Lorsque je parle, je ne peux parler que si j'anticipe la possibilité de la réponse, pas de cette réponse-là, mais la possibilité d'une réponse. Lorsque j'écoute, de même, j'écoute ce à quoi répond celui qui parle. Donc, à cet égard, la répartition des rôles n'est justement pas une répartition des rôles. Quand je prends la parole, je n'adopte pas le rôle de celui qui parle pour imposer à l'autre le rôle de celui qui se tait. Quand je prends la parole, je prends part à un acte qui nous est commun. Donc, la distinction entre locuteur et interlocuteur n'est pas une distinction qui relèverait d'une relation de pouvoir. Puisque, quand je parle, je suppose l'égalité qui me lie à l'autre. Puisque nous sommes participants d'un acte commun, qui est un acte dialogique. Donc prendre la parole, ce n'est pas prendre le pouvoir, en ce sens. Puisque lorsque l'on prend le pouvoir, on cherche à le garder. Quand on prend le pouvoir, on cherche à le garder. C'est bien dire qu'on s'est mis dans une situation de non-réciprocité. Ceux sur qui on exerce le pouvoir n'agissent pas en retour du même ordre, de la même façon que lorsque moi j'exerce le pouvoir, ou celui qui exerce le pouvoir. Donc, en dépit de l'analogie apparente, prendre la parole, ce n'est pas prendre le pouvoir. Mais alors, qu'est-ce que c'est que prendre la parole? On l'a dit, en fait. Mais alors, on pourrait ajouter, prendre la parole n'a de réalité qu'à la condition de la rendre. Si prendre la parole n'a de réalité qu'à la condition de la rendre, on pourrait à ce moment-là dire que prendre la parole, ce n'est pas s'emparer de quelque chose, ce n'est pas une capture, ce n'est pas une prise. Prendre la parole, c'est être ordonné à la rendre, donc prendre la parole n'a de réalité que dans un échange. Je suis à mon deuxième point. Le premier point, c'était la capture. Donc prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Mais ça ne fonctionne pas. Donc prendre la parole, c'est assumer la logique de l'échange. Deuxième moment. Prendre la parole pour la rendre. L'échange suppose une certaine égalité de ceux qui échangent, qui s'entendent sur les termes de leur relation et les conditions d'exercice de la relation. L'échange, à cet égard, ce n'est pas un hasard, suppose la parole pour négocier, pour ajuster, pour identifier l'intérêt inter esse, ce qui est entre nous. Donc l'échange va de pair avec la parole, c'est une condition de la parole, et on pourrait donc dire, et la parole est aussi une condition de l'échange, prendre la parole pour la rendre, cela peut être compris à partir de la logique de l'échange. Mais cela n'est pas satisfaisant et pas plus que le cas précédent, qui était le rapport entre prendre la parole et prendre le pouvoir. Il n'est pas satisfaisant d'appréhender la prise de parole comme un échange, prendre pour rendre. Pourquoi? Parce que l'échange change tout et ne change rien. Lorsque j'échange, ça change tout, puisque je reçois quelque chose de différent de ce que j'ai donné. Donc, ça change. Mais s'il y a échange, c'est que chacun des acteurs de l'échange
présume que la valeur de ce qu'il échange est égale à la valeur de ce qu'il reçoit. Donc l'échange ne change rien, puisqu'il n'existe que s'il y a constance de la valeur. L'échange, c'est donnant-donnant. Je prends pour rendre. Donc, je ne t'ai rien pris puisque je t'ai rendu. L'échange suppose compensation de la perte par le gain. Or, tel n'est pas le cas de la parole. Parce que la parole que j'adresse à l'autre n'est pas compensatrice de la parole qu'il m'a donnée. On peut remarquer que l'échange suppose une relation qui, pour réussir, doit s'abolir. L'échange suppose une relation qui, pour réussir, doit s'abolir. L'échange est réussi si nous sommes quittes. Et nous pouvons nous quitter. Or, lorsque nous parlons, nous ne sommes pas du tout dans cette temporalité qui s'annule. On pourrait dire l'échange a ce site particulier qu'il présente une temporalité réversible, ce qui est évidemment une contradiction dans les termes. Et nous revenons au point de départ, c'est-à-dire que personne ne doit rien à personne. Nous sommes quittes. Or, la temporalité de la parole, c'est une temporalité du processus. Ce que me dit l'autre me donne à penser et m'inspire. Il n'y a pas de situation de donnant-donnant. Parler, c'est pas être dans une logique d'échange. Donc, prendre la parole, ça ne peut pas être le fait de prendre pour rendre. Ce n'est ni une prise de pouvoir, ni un échange donnant-donnant. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien, peut-être. Mais c'est le troisième moment de ma réflexion. Si ce n'est ni une prise, ni un échange, ni compréhensible sous le mode de la prise, ni compréhensible sur le mode d'échange, comment est-ce qu'on peut le comprendre ? On a dit, la parole n'est pas un échange parce qu'elle est un acte commun. Un acte commun. Au fond, ce qui est assez frappant, c'est que personne n'a commencé à parler. Et c'est aussi l'intérêt du texte, de l'analyse et des commentaires de mon collègue sur l'origine des langues. Personne n'a commencé à parler. La parole se précède toujours elle-même. On peut dire que, vous voyez, dans l'échange, on peut parler de réciprocité, mais en un certain sens seulement. Il y a réciprocité parce qu'il y a concomitance de deux actes. Chacun donne, chacun reçoit à l'adresse de l'autre. Chacun opère pour l'autre ce que l'autre opère pour l'autre. Il y a réciprocité de l'échange. Mais la réciprocité ne constitue pas chacun des deux actes qui la constituent, et ne constitue pas non plus les sujets qui sont pris dans la réciprocité. Je veux dire que ce n'est pas l'échange qui constitue le sujet capable d'échanger. Je viens avec mon billet de 10 €, j'achète 3 croissants et je récupère la monnaie et les croissants. Ce n'est pas l'échange qui me constitue capable de donner le billet et d'échanger. On peut donc distinguer cette relation de la relation de la parole. C'est parce qu'un autre m'a parlé que je peux parler, ce qui n'est pas du tout du même ordre que la réciprocité pure de l'échange marchand. Parce qu'un autre m'a parlé, je peux parler.
cela remonte à la tendre enfance, etc. Mais les parents eux-mêmes ont appris à parler. Donc parce qu'un autre m'a parlé, je peux parler, c'est-à-dire que parce qu'un autre m'a parlé, il s'est adressé à moi comme à un tu. C'est un je qui s'est adressé à un tu, mais le tu a été présupposé comme un je, en d'autres termes. Les trois personnes, je, tu, il, on pourrait dire, c'est la même, ce sont des personnes. Mais il y a une différence absolue entre la première et les deux autres. Parce que deuxième personne et troisième personne n'ont de réalité que relative, relativement. La deuxième personne, c'est l'autre face à la première personne. Et la troisième personne, c'est l'autre exclu du cercle dialogique. Donc, il n'y a de vraie personne que la première personne. Le tu est personne parce qu'il est première personne. Mais on m'a parlé, tu m'as parlé. Lorsque la parole est adressée, elle suppose la subjectivité en première personne du tu. Lorsque je dis tu, je suppose que tu es je. Et donc, je ne peux parler qu'en première personne. Toute parole est parole en nom propre, ou alors c'est une parole dévoyée. Donc, je ne peux parler que si je suis reconnu comme sujet. Et je ne suis reconnu comme sujet parce qu'un autre m'a parlé. Il a présupposé que j'étais un je en s'adressant à moi comme un tu, et donc il m'a révélé à moi-même comme étant un je. En ce sens, la parole est une relation par laquelle chacun est révélé à soi par l'autre. Et donc, personne ne parle le premier. Il n'y a pas de commencement. À cet égard, on pourrait dire qu'on ne peut pas prendre la parole. Si prendre, cela veut dire interrompre une continuité pour s'emparer de quelque chose que l'on s'accapare, que l'on subtilise à l'autre. Prendre, cela signifie exactement le contraire de ce que suppose la parole. Parce que la parole suppose à la fois la conscience de soi et l'arrachement à soi, à la fois la conscience de soi et la transcendance de soi. Quand je parle, je m'exauce au-dessus de ma singularité par la langue que je parle. Lorsque je parle, je me décentre de moi-même en m'ouvrant sur l'autre. J'accède au communicable. Donc l'acte de parler suppose tout le contraire d'une captation, d'une capture, d'une prise. En ce sens, nous pourrions dire que nous sommes pris par la parole, nous sommes en elle. Nous ne pouvons pas prendre la parole parce que c'est la parole qui nous prend. Elle nous prend et elle nous conduit. La parole de l'autre me conduit à mon auto-révélation et elle me conduit aussi à contempler ce qui est au-delà de moi. La mystagogie, parole mystagogique qui guide les âmes, c'est ça. Je ne suis pas le premier à parler. Je suis dans la parole. Donc on ne peut pas prendre la parole comme si elle était hors de nous et substantielle, puisqu'elle n'est pas substantielle et elle n'est pas hors de nous, puisque c'est nous qui sommes en elle. En ce sens, on pourrait dire que prendre la parole, c'est prendre la parole au sérieux. Et prendre la parole au sérieux, c'est comprendre qu'on ne peut pas la prendre. C'est d'une certaine façon se laisser prendre par elle. C'est donc d'une certaine façon se laisser prendre au jeu de la parole.
Mais en guise de conclusion, on pourrait émettre une objection qui serait la suivante. Si prendre la parole, c'est se prendre au jeu de la parole, est-ce que ce n'est pas oublier quelque chose, à savoir que la parole nous ouvre sur un au-delà de nous-mêmes. Le jeu a ceci de commun avec l'échange qu'il est clos. Or, la parole, elle advient dans l'intersubjectivité, mais elle renvoie à ce qui nous transcende. De quoi parlons-nous? La parole advient dans l'intersubjectivité, mais elle nous ouvre sur ce qui nous transcende, elle nous ouvre sur ce qui nous dépasse. De quoi parlons-nous? Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Si nous parlons, c'est parce que déjà nous sommes dans l'élément de la langue qui nous transcende. Si nous parlons, c'est aussi parce que nous nous rapportons à ce qui dépasse toi et moi. Ne serait-ce que si nous parlons de ce qui nous lie est plus que ce que nous sommes. La parole n'a de sens que si elle est ouverture sur un au-delà des locuteurs. À cet égard, on peut dire que, j'ai dit, prendre la parole, c'est prendre la parole au sérieux, c'est comprendre qu'on ne peut pas la prendre. Donc, on pourrait conclure que prendre la parole, c'est en fait s'en déprendre. Prendre la parole, c'est surtout la laisser être, et c'est en fait comprendre qu'on ne peut pas la comprendre, si comprendre veut dire prendre ensemble, clôturer. Prendre la parole, c'est donc tout aussi bien la laisser.